Hello, hello, c'est Mélanie de la chaîne Investir au féminin et bienvenue. Donc aujourd'hui, on est avec Stéphanie. Bonjour, Bonjour Stéphanie. bonjour à toutes les deux. À Martigues en 1986. À Istres. Plutôt locatif. Indépendance financière. L'immobilier, c'est un revenu passif transmissible. Elle a bien bossé ces questions. Difficile à dire parce qu'on investit en couple. Soyez déraisonnable. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes activités, est-ce que tu es salarié, entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Donc moi, à la base, je suis ingénieure de formation en agroalimentaire. J'ai fait toute ma carrière en grande distribution. J'ai eu un petit dernier qui a été un petit troisième complètement surprise qui est venu chambouler tout ça parce que j'étais très carriériste. Donc je venais d'évoluer responsable commerce en marche vers la volonté d'être directrice de magasin un jour sur un hypermarché. Et puis le petit dernier m'a fait prendre un parental. Et en même temps, on a investi avec mon mari dans l'immobilier. J'ai commencé à lire pas mal de bouquins, je me suis quand même pas mal renseignée sur plein de petites choses qu'on pouvait faire et sortir un petit peu du cadre du salariat. Et j'ai commencé à développer mon activité dans le bien-être en marketing multiniveau, en MLM, avec une marque de nutrition et de sport. J'ai eu moi-même en fait des résultats énormes et aujourd'hui je m'éclate, je développe mon équipe et en même temps j'aide les personnes à se remettre en forme. Voilà, donc à voir après. Pour moi, je suis toujours en parental. Je suis censée reprendre le 6 septembre 2021. Donc, à voir selon l'évolution si j'arrive à prendre mon courage à deux mains et vivre pleinement de mon indépendance. Génial, ok. Bien rempli. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu investis dans l'immobilier? Alors, en fait, ça a été petit à petit un cheminement. D'abord, avec mon mari, on a investi en Picardie. Parce que lui est militaire, donc on était en région Picardie. On a acheté une vieille logère picarde qu'on a vraiment retapée. Et en fait, à la revente, on a vendu que la maison et on a gardé l'équivalent de 2000 m² de terrain qui allait passer constructible. Et en fait, finalement, par cette action-là et cette expérience-là, on s'est dit, mais c'est extraordinaire, parce qu'en fait, notre maison a été remboursée, enfin le crédit avait été remboursé et finalement, les terrains qu'on allait vendre allaient être vraiment de la plus-value. Et là, on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et voilà, ça a été la première démarche. Et puis, avec mon mari, on a toujours été quand même assez économe, c'est-à-dire qu'on rentrait pas dans cette société de consommation. Dès qu'on avait de l'argent, on le mettait de côté. Et on savait qu'on voulait l'investir, on ne savait pas vraiment dans quoi, parce qu'on n'avait pas de schéma autour de nous qui pouvait nous montrer l'exemple de l'investissement immobilier, tout ça. Et quand j'ai eu mon évolution responsable commerce, eh ben, on avait un plus, en fait, tous les mois, grâce à cette évolution-là. Et j'ai dit à mon mari, écoute, Banco, c'est le moment. Ce plus qu'on a tous les mois, plutôt de se dire, on va changer notre voiture, on va faire des petites améliorations, on va l'investir dans du locatif. Voilà. Donc, en fait, on a mis notre premier pied à l'étrier en investissant dans le locatif. Heureusement qu'on l'a fait avant de savoir que j'attendais le petit troisième, parce que si j'avais su que j'attendais le petit troisième, j'aurais eu trop peur. On l'aurait jamais fait. Et là, vu qu'on avait déjà signé le compromis, tout ça, on a été lancé en fait. On a été obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, ça a été vraiment ça qui nous a poussés. Et aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas envie de s'arrêter. Ok, donc ça m'amène à une autre question. Donc, ton premier investissement, c'était lequel? Qu'est-ce que tu as fait en fait en premier investissement du coup? Finalement, c'est vrai que notre première maison, qui était notre résidence principale, est devenue presque un investissement parce que là, aujourd'hui, on a ces deux terrains qu'on va vendre qui vont nous aider à après pouvoir racheter quelque chose.
En fait, le vrai investissement purement locatif, ça a été 2 petits studios qu'on a achetés sur Istres. Et puis, Voilà, on a acheté les 2 petits studios et en fait, du coup, quand on a acheté d'autres maisons dans le sud, c'est pareil, on a acheté avec l'idée d'investir, c'est-à-dire qu'on a acheté une maison à 2 étages. Nous, on a habité l'étage d'en haut et l'étage d'en bas, on est en train de le retravailler pour faire du Airbnb cette fois-ci. Voilà. Et le but, c'est de vendre à terme nos terrains qu'on a en Picardie pour pouvoir transformer sur le terrain qu'on a acheté actuellement sur Istres, dans les Bouches-du-Rhône. On a un gros hangar agricole qu'on voudrait transformer en notre habitation principale pour pouvoir carrément louer l'ensemble immobilier de notre maison actuellement. Rez-de-chaussée plus étage. Voilà. Qui viendrait complètement écraser notre crédit en fait. Génial. Voilà. Plein de projets. Plein de projets. Plein de projets. alors du coup, selon toi, est-ce que c'est plus difficile d'investir quand on est une femme? Alors, c'est vrai que nous, ça a été vraiment une philosophie ici qu'on a fait avec mon mari. Donc, je ne me suis pas retrouvée seule, en fait. On était mariés, en plus, sous le régime de la communauté. Donc, tout ce qu'on a acheté, finalement, on l'a acheté ensemble. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, nous, ce qui est sûr, c'est que quand on a acheté, on n'a pas fait le choix vraiment de l'investissement risqué. Alors, je sais que quand on est un vrai investisseur, il faut savoir prendre des risques. Nous, ça a été vraiment dans une logique où on s'est dit, si jamais demain, on a des impayés, on a des problématiques par rapport au loyer ou quoi que ce soit, on va pouvoir assumer derrière financièrement. Donc après, je pense que si on est femme toute seule et qu'on a cette capacité-là de remboursement, honnêtement, je pense que pour moi, je ne pense pas que ça pose problème. Parce que finalement, ce qui nous a permis avec mon mari, c'est juste qu'on a pu peut-être emprunter un peu plus parce qu'on avait nos deux salaires, quoi, finalement. La question, elle est plus en fait, parce que là, les interviews, le but, c'est de pouvoir inspirer un maximum de femmes. C'est de savoir si dans les différentes étapes des investissements que tu as réalisés, est-ce qu'à un moment, par exemple à la banque ou avec les artisans, ou alors pas du tout, tu as eu l'impression qu'on s'adressait plutôt à ton mari qu'à toi, justement parce que tu es restée en couple. Est-ce que tu te sentais considérée de la même manière ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit, tiens, c'est peut-être un atout pour certaines choses? Voilà, ce type de constat. Alors là, je peux répondre parce qu'en fait, mon mari ne s'occupe de rien. Ok. Il ne gère absolument rien. Mon mari, voilà, il va venir avec moi aux visites, voilà, et il va me dire bon, il me fait confiance. Après, tout ce qui est démarchage, les banques, les assurances, on avait vu aussi une partie avec le courtier pour la première maison, les travaux, négocier avec les artisans, c'est tout moi qui gère. Donc voilà, voilà, lui il m'aide, on va dire, c'est le côté pécunier qu'on peut un peu plus emprunter. Mais après, voilà, le moral, c'est vrai que moi je suis plutôt une angoissée, donc c'est vraiment sortir de ma zone de confort pour moi de faire ce genre d'investissement et tout. Et que lui, c'est mon pilier aussi parce qu'il est très zen en fait. Jérémy, voilà, il n'y a rien de grave. Donc du coup, il me rassure énormément, mais c'est plus par rapport à mes limitations mentales à moi. Mais après, surtout la partie non, femme ou homme, au contraire, il n'y a pas de... j'ai fait toutes les démarches toute seule en fait, donc aucun problème. Pas de difficulté, donc nickel. Alors, est-ce que tu as des points que tu détestes dans l'immobilier? Oui, ce que j'aime pas, c'est les difficultés qu'on peut avoir avec certains locataires. C'est plus ça. Voilà, le risque, on va dire, de la détérioration, le risque d'impayé. J'ai encore un travail à faire sur ça parce que je sais très bien qu'on veut continuer à investir avec mon mari. Donc forcément, plus on va investir, plus on va être confronté à ce type de problème. Il n'y a pas de choix. Mais c'est vrai que dès que le téléphone sonne et qu'on voit le nom du locataire, j'ai la petite boule au ventre, je suis pas bien. Enfin, voilà. Ça, c'est... Bon, en plus, j'ai vu qu'il y a une question sur ça. On a eu des petites problématiques aussi. On a eu des mauvaises expériences quelque part. Mais voilà, ça c'est ça que j'ai plus de mal, mais je sais qu'il faut que j'y travaille parce que sinon, voilà. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Après, peut-être le jour où on pourra se permettre de déléguer, et du coup, on aura peu à gérer ça, mais pour l'instant, on n'a pas l'aisance financière qui nous permet, et au contraire, c'est très formateur aussi, donc je le prends comme ça, quoi.
C'était la question justement suivante, c'était toi, tu gères actuellement les biens que tu as en location. C'est toi qui t'en occupes. Tu n'as pas délégué ça. Oui. Voilà, on avait commencé par mettre la gestion de nos biens en agence. Ouais. Et on a essayé. Je ne veux pas dire que ça a été une super mauvaise expérience, mais honnêtement, on s'est rendu compte que face aux problématiques qu'on peut avoir avec les locataires, agence ou pas agence, oui, c'est eux qui vont faire les démarches, mais bon, la loi est faite que de toute façon, on n'est pas plus protégé. Et puis, on s'est rendu compte, on a notamment un bien qui est très particulier. C'est on va être sur des profils, on va dire, avec peu de revenus. Donc, dès qu'il y a l'agence au milieu, en plus, c'est plus un frein qu'autre chose. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait plus facilité nous-mêmes à le mettre en location. Et puis, oui, on a vraiment trouvé notre intérêt. Donc, le but aujourd'hui, et puis moi, demain, si j'arrête mon activité salariée, c'est vraiment quelque part avec mon activité de MLM, pouvoir faire IMO et MLM et le gérer moi-même, quoi. Et donc, tu nous as parlé de ce que tu n'aimais pas gérer. Est-ce que tu as un côté préféré? Qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier? Ah ben, il y a tellement de choses. Moi, c'est vrai que quand je parlais de volonté d'indépendance financière, moi, j'aimerais vraiment créer un mur financier, on va dire, autour de ma famille, et notamment pouvoir protéger mes proches et puis surtout mes fils. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, on va dire, d'investir dans du patrimoine, de pouvoir leur transmettre aussi. Il y a ce côté de transmission qui me plaît énormément, où je me dis quelque part c'est génial parce que c'est de l'argent qu'on place, qui nous rapporte, et demain on essaie toujours de faire des achats plutôt réfléchis, où on se dit demain même si on doit revendre ou si les enfants revendront dans quelques années, même s'il y a toujours le point d'interrogation, on ne sait jamais vraiment comment ça va évoluer, mais se dire c'est toujours un argent qui aura peut-être profité et qui pourra également sur plusieurs générations être profitable aussi. On sent beaucoup le profil maternel. Maman, oui. Je pense que tu as un pourquoi fort qui doit être tes enfants. Et oui, forcément. Forcément. C'est vrai qu'en tant que femme, moi, je vais peut-être choquée quand je vais dire ça, hein, mais je veux dire, j'étais tellement carriériste que pour moi, avoir un enfant, c'était presque alimentaire. Donc, il fallait bien se reproduire à un moment donné. J'étais femme, donc j'allais le porter moi. Moi, j'étais fille unique. Mes parents étaient artisans commerçants. Donc, j'ai toujours été élevée dans le contexte où il faut faire un choix dans la vie. C'est soit on est maman, soit on est active, on va dire, et ambitieuse. Donc, moi, j'avais fait le choix via mes études et tout d'être une femme active et ambitieuse et carriériste, parce que pour moi, le travail, c'est vraiment un épanouissement, c'est pas juste alimentaire. Mon mari en voulait 2, donc même dans la construction du deuxième, ça a été vraiment, allez, je les enchaîne, 2 ans d'écart, au moins, non mais c'est vrai, hein, ça a été vraiment ça. Et puis finalement, je me suis retrouvée, pour tout dire, enceinte avec un stérilet, donc le troisième, ça a été vraiment la big surprise. Et pourtant, j'avais travaillé dur pour arriver à ce niveau de responsable commerce, malgré mes 2 grossesses, malgré les déplacements, tout ça, via mon mari du nord au sud, du sud au nord. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai 3 enfants, un mari militaire, qu'est-ce que je fais? Je me suis vraiment sentie, par rapport à toutes mes pensées limitantes que j'avais eues dans mon évolution en tant qu'adolescente, en tant que jeune femme, je me suis dit, je suis pieds et mains liés, quoi, c'est fini, je vais passer ma vie. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution. Et en fait, quand je voyais mes 3 fils, je me suis dit, j'ai 2 solutions. C'est soit je deviens la femme que je n'ai pas envie d'être, et je dirais peut-être à mes enfants dans quelques années, oui, j'aurais voulu être ça, j'aurais voulu être ça. Et quelque part, pour vous, j'ai pas pu. Parce que après, forcément, 1, 2, 3, il y a le côté... Je me suis bien rendu compte quand j'ai eu des enfants que c'était autre chose qu'alimentaire et qu'il y avait des choses qui ne s'expliquaient pas et qu'on ressentait et qu'on les faisait passer avant toute chose. Donc, je me suis dit, eux, leurs 3 petites têtes, là, ça va être quelque chose qui va me donner un moteur fou pour être la personne que j'ai envie d'être, mais différemment, dans un cadre différent du salariat, qui pour moi, le salariat, malgré que je me suis énormément épanouie dans ce que j'ai fait en grande distribution, mais il y avait toute cette contrainte horaire de telle heure à telle heure, les vacances, tout ça qui était très compliqué en étant mère de famille. Et là, je me suis dit, il va falloir que j'arrive à construire mon truc à moi, quoi, qui me plaise. Et voilà. Et le moteur, forcément, c'est mes enfants, quoi. Arriver à avoir cette vie que j'ai toujours rêvé pour eux, pour nous, tout en ayant, on va dire, cette flexibilité qui me permet d'être là pour eux comme j'ai envie. C'est hyper intéressant ton profil parce que moi, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, sauf que
mon point de, enfin comment dire, ce qui m'a fait changer, ça n'a pas été les enfants, ça a été autre chose. Mais je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Tu sors de l'école, tu veux être carriériste. En plus, moi, j'ai commencé en grande distrib avec toi. Pour ceux qui ne connaissent pas Stéphanie, j'ai commencé avec toi. Tu étais ma supérieure. et du coup, j'avais vraiment cette vision, moi aussi, tu vois, de grimper les échelons, de finir directrice. Enfin, c'était mon objectif de vie. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu ce monde parallèle, comme toi, ben, je me suis dit, il y a peut-être une autre vie qui existe à côté. Et finalement, ce n'est pas le seul chemin d'être carriériste. Et je pense que l'éducation a exactement le même profil. Oui. Il y a une question d'âge aussi, tu sais. Enfin, c'est pareil, j'étais ingénieure, j'étais carriériste, j'étais directrice d'agence pendant 10 ans. Et puis, il y a un âge pour tout. Et je pense qu'effectivement, tu ouvres les yeux pour te dire que finalement, le boulot, c'est pas toute ta vie. Il y a ta famille, il y a des voyages, il y a d'autres aspirations. Puis avoir du temps pour soi parce que moi, c'était soir, week-end, vacances, tout était dédié à mon job. Et évidemment, tu te dis, ouais, mais en fait, je ne peux pas faire ça pendant 45 ans, 40 ans. C'est clair. Donc, ouais, complètement. Mais quand tu sors d'école, tu es carriériste, tu comprends parfaitement. C'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on arrive. Bon, moi, j'ai 34 ans, mais je me dis, waouh, c'est passé tellement vite. Et des fois, je me dis, pourquoi m'imposer tout ça ? Enfin, pourquoi m'imposer tout ça ? Et il y a tellement... Aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, ça prendra le temps que ça prendra. On se rend compte qu'on peut vivre aussi différemment aussi, parce que j'avais l'impression qu'en fait, il fallait absolument mon salaire dans la maison, sinon tout s'effondrait. Et en fait, ce que ça procure en sérénité, en liberté, et puis même dans le couple, parce qu'avec mon mari, on était du genre à se taper dans la main. Il y en avait un qui rentrait à la maison pour gérer les petits, l'autre partait. On ne se voyait plus. Et moi, je me regardais, en plus, c'est vrai que par rapport à l'activité que je fais aujourd'hui, je me regardais même plus dans le miroir. J'avais fait une croix même sur mon physique, mais j'avais que 33 ans, mais j'avais fait une croix sur mon physique, j'avais 3 grossesses. Donc voilà, j'avais plus le même corps, j'avais pris entre 20 et 25 kilos. Et j'avais fait vraiment une croix, j'étais vraiment un cerveau sur 4 pattes, quoi, mes 2 bras et mes 2 mains. Et c'est vrai qu'en plus, cette activité-là m'a aussi permis de reprendre le contrôle de mon corps. Et quelque part, ça a été une vraie révélation. Quoi. Ça a été une vraie révélation. Et pour moi, c'est vraiment, par contre, l'immobilier reste focus dans notre tête, mais j'ai décidé de le financer autrement. Pas par mon activité salariée, mais plus par cette nouvelle activité-là. Est-ce que, donc, dans ton parcours d'investisseuse ou même d'entrepreneuse, est-ce que tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent, dont tu as envie de nous partager, qui sont peut-être connues sur le web ? Oui, alors, j'ai lu pas mal de livres. J'ai Robert Kiyosaki, notamment, l'entreprise du 21e siècle, Père riche, Père pauvre, voilà, qui est vraiment génial. Donc ça, c'est pareil, ça a été une sacrée claque. Dale Carnegie, également, comment se faire des amis. Et puis, j'aime bien aussi regarder des tutos sur YouTube. Jim Rohn, également. Jim Rohn, Napoléon Hill. J'en ai lu pas mal. Mais après, j'ai envie de dire... Il y a aussi la propre expérience, mais qui touche plus le cœur, dans le sens où mes parents. Voilà, mes parents, je suis d'une famille d'artisans commerçants. Je suis la seule à avoir fait des études dans ma famille. Sur 2 générations en arrière, c'était des familles d'immigrés. Donc, ils se sont vraiment construits au fur et à mesure. Mes parents, ça a été des gros travailleurs. Ils ont eu un potentiel de travail. D'ailleurs, ils ont réussi. Ils ont été en capacité de faire de l'argent. Sauf que cet argent-là, en fait, c'était vraiment purement dépensé, voiture, maison. Moi, j'ai été plus que gâtée. J'étais une férue d'équitation, donc tous les week-ends, on était en concours avec mon cheval. C'est vrai que ils m'ont fait vivre une belle vie, j'avoue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont une 50aine d'années et ils se retrouvent dans une situation où, quelque part, je me dis, moi, avec maintenant ce que je sais par rapport à l'intelligence financière, ils auraient investi différemment leur argent. Je pense qu'ils n'auraient plus besoin de travailler. Moi, je pense qu'ils m'auraient même sorti du milieu. J'aurais peut-être fait même juste la gestion de leur patrimoine à eux. Pourquoi pas ? On aurait pu créer un truc en famille. Et c'est vrai que mon père, aujourd'hui, même s'ils sont très heureux, ils se retrouvent à 50 et quelques années. Ils ont un camion de pizza avec ma mère. Ils se sont reconvertis. Ils ont eu des difficultés financières malgré tout le travail qu'ils avaient fait pendant des années. Et c'est vrai que je vois qu'ils sont fatigués. Mon père a une capsulite, ma mère a des problèmes. L'usure de toutes ces années de travail. Et ça me touche en fait. En tant qu'enfant, ça me touche énormément. Parce que je me dis, mais c'est pas possible d'avoir travaillé autant, de s'être autant investi, d'être encore en difficulté, d'être obligé d'échanger de son temps pour avoir de l'argent.
Et eux, c'est vrai qu'indirectement, même si je leur ai jamais réellement dit, bon, par leur force de travail, bien entendu, ce sont mes mentors et par leur expérience de vie. Et des fois, je me dis, on est quand même dans une... Aujourd'hui, j'ai un confort qui est énorme. J'ai pu accéder à un certain niveau d'études, où j'ai pu accéder à plein de choses, à un certain confort dans ma vie. Mais je sais d'où je viens. Quand on regarde sur 2 générations avant, je veux dire, mon arrière-grand-mère, quand elle est arrivée, son mari était prisonnier de guerre. Elle allait avec ma grand-mère qui avait 4-5 ans vendre les citrons sur le Vieux-Port à Marseille. Et finalement, c'est quand on est là, quand des fois j'entends les gens autour de moi, ou même moi en tant que maman, je me dis, oh là, là, je suis fatiguée, j'ai à faire mon activité, mes 3 enfants, c'est difficile et tout ça. On le vit tous, il y a des moments où on est vraiment au bord, enfin, le fameux burn-out qu'on appelle aujourd'hui maintenant, où on se dit, mais on est épuisé. Et là, quelque part, intérieurement, je me mets un coup de pied aux fesses dans ma tête en me disant, mais tu n'as pas le droit. Tu es là, tu es dans ce confort-là, parce que avant toi, il y a des gens, ils se sont même pas pris. Mon grand-mère, parce qu'elle avait faim, elle allait vendre les citrons avec sa fille de 4-5 ans, elle ne pensait pas dans sa tête, est-ce que je vais faire un burn-out, j'en peux plus, mon mari, je ne sais pas où il est. Et quelque part, comme on dit souvent, la guerre a fait des gens forts, et puis finalement, les moments de paix ont fait des gens des fois faibles. Et moi, je ne veux pas faire partie, je veux être consciente de pourquoi j'en suis là, d'où je viens. Et je me dis rien que ne serait-ce que pour honorer quelque part ces mentors de cœur, c'est important de continuer et de pouvoir se servir du tremplin qu'ils nous ont donné pour aller encore plus haut, encore plus fort. Voilà, donc oui, il y a les mentors que tout le monde connaît, mais moi, mes plus gros mentors, voilà, c'est ma famille quelque part et mes ancêtres, on peut dire, sur des générations avant. C'est beau. Ouais, c'est trop beau. On devrait l'écrire, tout ce que tu viens de dire. C'est clair, c'est trop bien. Je vais faire un livre. Bah oui, mais juste faire le bien. Ok. On dit, tu sais, que l'immobilier n'est pas de tout repos, loin de là. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Oui, alors le premier, on achète les appartements, un des appartements est loué, l'autre n'est pas loué. Et puis on le met en location, donc bon, j'avais lu les livres, formation immobilière, tout ça, je le mets sur le bon coin. Un monsieur nous appelle, nous dit voilà, je suis à la rue, je suis dehors. J'ai un CDI, tout ça, on s'est séparés avec ma femme et tout. Je dis bon, d'accord. Et puis nous, mon mari, le dimanche à 23h, il est allé pour lui faire signer le bail pour tout ça parce que on s'est dit il est à la rue et voilà. Et nous, bon, il nous a donné contrat de travail, 2 chèques pour la caution pour le premier mois de loyer. Sa grand-mère était garante, il y avait un papier, tout ça. Donc on a fait. Et puis nous, tout contents en fait, complètement naïfs. On se dit le pauvre gars, on est là, ok, pas de souci. On n'a pas cherché trop à comprendre. Et en fait, il s'est avéré qu'il n'a jamais payé son 2e mois de loyer, que les chèques étaient volés, qu'il les avait volés à sa grand-mère, qu'il avait fait une fausse attestation finalement que sa grand-mère se portait garante, enfin la totale. Mais bon, nous, vu qu'on est tellement loin de ça parce qu'on n'est pas du tout des gens, c'est difficile même d'imaginer qu'on est capable d'aller aussi loin. Et donc forcément, ça a été très compliqué parce qu'on s'est dit comment on fait, on commençait un peu à baliser. Donc là, l'agence CV qu'elle nous a aidé, on a réussi à récupérer les clés. Là, quand on est arrivé dans l'appartement, ils nous avaient tout fauché. C'était un meublé, mais jusqu'aux fourchettes, cuillères, couteaux. On n'avait pas grand-chose, mais la cafetière Sensei, enfin voilà, ils nous avaient tout fauché. Et puis alors l'appartement était vraiment très sale, vraiment très très sale. On avait, c'était immonde. En fait, ce qu'on se disait, au pire, bon, il nous a pas payé, on s'est fait avoir, mais au moins de partir. Et puis voilà, mais bon, en plus, il nous avait vraiment tout fauché. Et bon. Voilà, on l'a remis en état, on a tout racheté, tout ça. Bon, on s'est dit, on fera plus attention la prochaine fois. Mais le comble, c'est que mon mari a été convoqué au commissariat à la police nationale parce que vu qu'on avait déposé des chèques impayés, des chèques volés, mais on ne savait pas que c'était des chèques volés, mon mari a été fiché. Donc, il s'est retrouvé en caleçon au poste de police. Mais non! Ouais, mais alors, c'était pas le seul. Et puis, là, en plus, il avait peur parce qu'il était militaire. Donc, il a dit, moi, je veux pas de soucis. Voilà, bon, apparemment, c'était pas un problème sur le casier. Mais bon, il était quand même fiché, tatouage, en caleçon, photo. Bon, après, comme dans les films, les empreintes et tout. Parce qu'on avait déposé des chèques volés, mais qu'on ne savait pas parce qu'on était nous-mêmes, voilà, donc on a eu, ça a été
sacrée expérience. Mais bon, du coup, c'est vrai que maintenant, on est un peu plus, forcément un peu plus réticent. On fait un peu plus attention sur malgré que on ne peut jamais trop savoir. Mais bon, voilà, on passait. C'était les premiers locataires du deuxième appart, c'est ça? La première. Voilà, c'est ça. Quand on a acheté, si tu veux, on avait vraiment un appart qui était déjà loué et l'autre qu'il fallait qu'on mette en location. Et ça a été notre premier locataire, voilà. C'est une anecdote, mais ça avait été quelque chose, quoi. Ça avait été quelque chose. Et du coup, si tu devais donner un conseil à une nana qui veut se lancer dans l'investissement, qui veut démarrer, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Alors, moi, je lui donnerais comme conseil vraiment d'oser, quoi. D'oser, et c'est vraiment dans l'action qu'on apprend. C'est vrai que c'est bien de se former. Nous, on voit, franchement, on s'est plus presque formé après, une fois qu'on avait nos appartements. C'est vraiment le fait d'avoir pris nos appartements où on s'est formé après, où je me suis dit, attends, sur ça, il faut qu'on apprenne. Même si après, on a dans l'optique de peut-être déléguer la gestion, mais pour moi, c'était important déjà de comprendre un petit peu comment ça se passait. Et c'est vraiment dans l'action qu'on apprend. Alors, je sais qu'il y a des super montages qui se font. On suit pas mal de groupes sur Facebook où il y a des gens, ils arrivent avec du... je sais que Mélanie, tu fais ça, toi, la colocation, tout ça, ils arrivent à faire vraiment des super cash flow, à avoir des beaux montages. Nous, on a préféré ce côté un peu sécurité. Parce qu'on s'est dit, voilà, si demain on n'a pas de loyer, tout ça, on arrivera quand même à assumer. Je dis pas que c'est la bonne méthode, parce que je pense vraiment que, en effet, quand on achète bien, qu'on arrive à faire des jolis montages et qu'on se fait bien accompagner, on peut faire des super choses. Mais après, le tout, c'est de choisir, est-ce qu'on veut un investissement un peu plus risqué, un peu moins risqué, mais le tout, c'est de vraiment passer à l'action. Et l'immobilier, c'est pas fait que pour les personnes qui sont riches. Nous, même notre résidence principale, on l'a achetée à 110%, c'est-à-dire qu'on a même fait financer le notaire, hein, on n'avait pas un copec de côté. Donc, c'est vraiment pas ça, c'est juste un état d'esprit. Se dire à un moment donné, j'ai 200 € de plus par mois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'investis? Ou est-ce que je m'achète le dernier téléphone? Ou est-ce que je m'achète la dernière voiture? Voilà, nous, on ne roule pas, on a un très vieux Scénic maintenant, tout délabré. C'est un choix de vie, en fait. C'est vraiment un choix de vie. Mais honnêtement, des fois, quand je me dis, j'ai 34 ans, et si on arrive à faire ce qu'on veut faire, je peux d'ores et déjà me poser la question de me dire, est-ce que j'ai besoin ou pas de travailler, quoi. Donc, c'est quand même... alors, je dis pas, on ne vivra pas, voilà, mais on arrive à avoir quand même payé ce qu'on a payé, avoir mangé comme on veut, et pouvoir se payer une petite semaine de vacances. Donc, bien sûr, on veut plus, donc c'est ça qu'on développe notre activité à côté. Mais c'est pour ça que vraiment, nos choix d'aujourd'hui déterminent ce qu'on va être plus tard. Et je pense que il faut vraiment oser. Il faut vraiment oser. Et j'avais dit, et vraiment pas croire que parce qu'on ne connaît pas que ça n'existe pas. Pas parce qu'on ne connaît pas que ça n'existe pas. Et ça dépend en fonction de notre psychologie du risque. Pas hésiter aussi à faire du développement personnel pour essayer de lever un peu ces pensées limitantes qu'on a et se dire qu'on évolue en permanence. C'est là où la vie elle est la plus excitante possible, quoi. Ok, et on va terminer là-dessus. Top. Voilà, c'est dans l'action qu'on apprend. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Oser, passer à l'action. Faut oser, faut s'entourer, faut poser des questions, faut faire des boulettes. Voilà, parce que c'est en faisant des boulettes qu'on apprend. Dieu sait que j'ai fait des boulettes. Et voilà. Et écoute, merci à toi pour ce moment. Merci à tous les deux. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Salut. Bonne continuation, les filles. Pareil, quand on l'a acheté, du coup, dans la volonté de faire un petit peu... Alors, attendez, j'ai mon fils qui m'appelle, je suis désolée. C'est les directs, c'est comme ça.